Alors, le Rambam, étude du jour, donc, Erev Tov, Shabbat Shalom, à tous et toutes. Sefer HaMizvot, 22 Tammuz, 1785, commandement négatif, numéro 149. C'est l'interdiction faite aux profanes de manger des choses très saintes, car il est dit. Un profane, non, pourra manger, car elles sont une chose sainte. La personne qui transgresserait cette interdiction n'est punissable de bastonnade que si elle le fait à l'intérieur du parvis du temple et après l'aspersion du sang. Commandement positif numéro 132. Il s'agit du commandement en vertu duquel nous devons, en offrant les prémices, réciter les bienfaits de l'Éternel envers nous. Comment il nous a délivrés, depuis le début des malheurs de Jacob, notre ancêtre, de l'esclavage et de la persécution des Égyptiens, rendre grâce à Dieu, pour cela aussi implorer de maintenir cette bénédiction. C'est tiré du verset suivant. Et tu diras à haute voix devant l'Éternel ton Dieu, enfant d'Aram, mon père était errant, ainsi que la suite de ce passage. Ce commandement est appelé la déclaration des prémices. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le traité Bikurim, ainsi qu'au chapitre 7 du traité Sota. Il n'est pas obligatoire pour les femmes. 3 prakim. Alors, 22 Tammuz à 1785, c'est faire Zeraïm, loi relative aux prémices, chapitre 3. Les prémices sont données aux membres de la garde du temple, et ceux-ci les partagent entre eux, comme les saintetés du temple. Et nous avons déjà expliqué qu'elles, les prémices, sont désignées comme terouma. C'est la raison pour laquelle, si une personne étrangère au sacerdoce mange les prémices en quelque lieu que ce soit, elle est passée de la peine capitale, à condition qu'elle les mange après qu'elles aient été introduites dans la muraille de Jérusalem. Si une partie des fruits des prémices se trouve à l'intérieur de la muraille de Jérusalem et qu'une partie se trouve à l'extérieur, on est passible de mort par instance divine. Pour ceux, la partie qui se trouve à l'intérieur et cela est consacré en tout point, et ce qui est à l'extérieur est profane en tout point. Un Kohen qui a mangé les prémices en dehors de Jérusalem après qu'elle ait été introduite à l'intérieur de la muraille se voit infliger la flagellation d'après la Torah. Ainsi qu'il est dit, tu ne pourras pas consommer dans tes portes, etc. et le prélèvement de tes mains. Cela se rapporte aux prémices, comme nous l'avons expliqué dans les lois sur la terouma. Et de même, si un Kohen les a consommées à Jérusalem avant qu'elle ait été déposée dans l'enceinte du temple, il se voit infliger la flagellation d'après la Torah comme s'il les avait consommées à l'extérieur, parce que les prémices doivent être déposées dans l'enceinte du temple. Ainsi qu'il est dit, et tu les déposeras devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et dès que la personne qui les amène, les prémices, les dépose dans l'enceinte du temple, elle devient permise au Kohen, bien qu'elle n'ait pas encore fait la déclaration liée aux prémices, parce que l'absence de cette déclaration n'interdit pas sa consommation. Et les prémices qui ont été sorties de la muraille, puis introduites de nouveau, sont permises à la consommation. La consommation des prémices est en tout point considérée comme la consommation de la terouma. Il y a un point supplémentaire concernant les prémices, qui est qu'elles sont interdites à une personne endeuillée, doivent être emmenées à Jérusalem et un Kohen pur qui mange des prémices impures se voit infliger la flagellation de la même manière qu'un Israël pur qui consomme de la seconde dîme impure se voit infliger la flagellation, ce qui n'est pas le cas pour la terouma. D'où savons-nous que les prémices sont interdites à une personne en deuil? Parce qu'il est dit, et concernant, tu te réjouiras de tout le bien, ce qui montre qu'on est obligé de les manger dans un état de joie, non dans un état de deuil. Et celui qui les mange alors qu'il est en deuil, on lui administre maka matrout. Les prémices nécessitent un récipient pour être emmené comme il est dit. Tu les placeras dans un panier. Et la meilleure manière d'accomplir le commandement est d'amener les prémices de chaque espèce dans un récipient distinct. Et si on les emmène, toutes les espèces, dans un seul récipient, on est quitte. Et quand on les amène dans le même récipient, on ne doit pas les emmener mélangés. Mélange en bas, le blé au-dessus, les olives au-dessus, les dattes au-dessus, les grenades au-dessus et les figues en haut du récipient. Et il doit y avoir quelque chose qui fait séparation entre chaque espèce, comme des branches de palmier, des feuilles ou ce qui est semblable. Et on entoure les figues de grappes de raisin à l'extérieur. Si on les amène dans un récipient de métal, le Kohen prélève les prémices et le récipient est retourné à ses propriétaires. Et s'il les amène dans un panier de saule, ou ce qui est semblable, les prémices et les paniers sont au Kohanim. Et si les prémices deviennent impures, les paniers ne reviennent pas au Kohanim. Ah, c'est toujours la même heure. Hein. Lorsqu'ils apportaient les prémices, ils apportaient à la main des tourterelles et des jeunes colombes. Et de même, ils pendaient sur les côtés des paniers des tourterelles et des jeunes colombes pour orner les prémices. Les prémices qui accompagnaient les paniers étaient offertes comme holocauste et les prémices qui étaient dans leurs mains étaient données au Kohanim. Il y a un commandement positif de sa confessée
de se confesser, dans le temple, en rapport avec les prémices, au moment où on les amène. On commence en faisant la déclaration suivante. Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis venu dans le pays, etc. Un araméen a voulu faire périr son père. Et termine toute la section jusqu'à que tu m'as donné, Éternel. On ne fait cette déclaration qu'en hébreu, ainsi qu'il est dit. Tu annonceras et tu diras, c'est-à-dire dans cette langue. Au début, toute personne qui savait lire cette déclaration en hébreu la lisait et toute personne qui ne savait pas lire, on lui faisait répéter. Ceux qui ne savaient pas lire arrêtèrent donc d'amener les prémices afin de ne pas avoir honte. Le tribunal rabbinique institua qu'on ferait répéter à la personne qui sait lire comme à celle qui ne sait pas lire. Celui qui amène les prémices a le droit de les donner à son esclave ou à un proche parent durant toute la route jusqu'à ce qu'il arrive à l'esplanade du temple. Dès qu'il y arrive, il prend lui-même le panier sur ses épaules, même s'il est un grand roi d'Israël, et entre chaque jusqu'à ce qu'il arrive à l'enceinte du temple. Puis fait la déclaration suivante alors que le panier est encore sur ses épaules. Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu, etc. Il descend enduit le panier de ses épaules, le saisit avec ses lèvres et le Kohen pose les mains en dessous et fait le balancement. Et le propriétaire des fruits, dit continue la déclaration. Un araméen voulut faire périr mon père et descendit en Égypte, etc. Jusqu'à ce qu'il termine toute la section. Et le pose le panier à côté de l'autel dans le coin sud-ouest, au sud du coin. Se prosterne et se retire. Et d'où savons-nous que les prémices doivent être balancées? Car il est dit. Et le Kohen prendra le panier de ta main. Cela, ce verset, vient rajouter les prémices pour le balancement. Et de la même manière qu'elles doivent être balancées, ainsi, elles doivent être accompagnées d'un sacrifice de paix et d'un chant. Parce qu'il est dit, les concernant, et tu te réjouiras de tout le bien. Et à propos des fêtes, il est dit, et tu te réjouiras durant tes fêtes de la même manière que la joie de la fête se passe avec des sacrifices de paix. Ainsi, des sacrifices de paix sont nécessaires et l'absence de sacrifice n'invalide pas l'apport des prémices. Quand entonnait-il les Lévites un chant pour les prémices? Dès qu'elles parvenaient dans l'enceinte du temple, les Lévites commençaient à lire. Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé. Qu'est-ce qu'il y a? Passer la nuit à Jérusalem est nécessaire pour les prémices. Quel est le cas? Si une personne amène ses prémices dans le temple, fait la déclaration et offre ses sacrifices de paix, il ne doit pas sortir le jour de Jérusalem pour s'en retourner chez lui. Mais il doit y passer la nuit et rentrer le lendemain dans sa ville, comme il est dit. Tu t'en retourneras au matin et tu iras dans tes tentes. À chaque fois que tu quittes le temple après t'y être rendu, tu ne dois prendre la route que le matin. Tu apprends donc que cette choses sont nécessaires pour les prémices. Les emmener à Jérusalem, un récipient pour les apporter, la lecture que doit faire le propriétaire, un sacrifice, le chant des Lévites, le balancement du Kohen et passer la nuit. Sefer Zeraïm, loi relative aux prémices, chapitre 4. Pour toute personne qui amène les prémices, un sacrifice, un chant, le balancement et la nuit à passer sont exigés. Par contre, l'obligation de la confession n'est pas la même pour tous, parce qu'il y a des personnes qui sont obligées d'amener les prémices et ne font pas la lecture. Voici les personnes qui amènent les prémices et ne font pas la lecture. Une femme, un tuntum, un androgyne. Ces personnes, parce qu'il y a doute si ce sont des femmes, ils ne peuvent pas dire que Dieu m'a donné. Et de même, un tuteur et un esclave et un mandataire ne font pas la lecture parce qu'ils ne peuvent pas dire que tu m'as donné, Dieu, puisque les fruits ne leur appartiennent pas. Un converti peut amener les prémices et faire la lecture, car il est dit à propos d'Abraham, car je te fais le père d'une multitude de nations. Il est le père de tous ceux qui entrent en dessous des ailes de la Chérina. Et c'est à Abraham que ce serment a été fait en premier, que ses enfants hériteraient la terre. Et de même, les Kohanim et les Lévites emmenèrent les prémices et font la lecture parce qu'ils ont une part dans la terre, qui est les terrains autour des villes. Celui qui achète 2 arbres dans le champ de son ami doit apporter les prémices et ne fait pas la déclaration parce qu'il y a doute s'il a un droit sur la terre ou non. Comment procède-t-il? Il les consacre en premier lieu pour l'entretien du temple parce qu'il y a doute s'ils sont profanes et on ne doit pas introduire quelque chose de profane dans l'enceinte du temple. Et le Kohen les rachète au temple, puis les consomme. Et il en prélève la terouma et la dîme parce qu'il y a doute s'ils sont profanes. Et il donne leur dîme aux Kohanim, de crainte que ce soit des prémices et qu'elles soient interdites aux personnes étrangères, aux sacerdoces, y compris les Lévites. Et il ne les amène pas lui-même, mais les envoie par un mandataire afin que l'absence de la lecture n'empêche pas la consommation. Car à chaque fois que la lecture ne peut pas avoir lieu du fait d'un doute, le manque de la lecture empêche la consommation des prémices par les Kohanim. Si une personne a prélevé ses prémices et a vendu son champ, il amène les prémices mais ne fait pas la lecture parce qu'il ne peut pas dire la terre que tu m'as donnée, éternelle, puisqu'il ne possède pas de terre. Et l'acheteur n'est pas obligé de prélever d'autres prémices de la même espèce qu'a prélevé le vendeur. Et s'il prélève les prémices de cette espèce, il amène
les prémices et ne fait pas la lecture. Mais s'il prélève les prémices d'une autre espèce, il peut amener les prémices et faire la lecture. Quand une personne vend son champ pour les fruits, l'acheteur amène les prémices et ne fait pas la lecture, parce que l'acquisition des fruits n'est pas considérée comme l'acquisition de la chose de la terre même. Toutefois, un homme peut amener les prémices des biens de sa femme et faire la lecture, bien qu'il ne possède pas la terre même, ainsi qu'il est dit, que t'a donné l'Éternel ton Dieu et à ta maisonnée. Même si sa femme décède après qu'il ait prélevé les prémices et qu'il est en chemin, il amène les prémices et fait la lecture. Je crois pas. Quoi? Ah ouais. Ah ouais, non, c'est grave. Ah ouais, non, mais c'est grave, ouais. Quand une personne vend son champ ou vend les arbres et précise qu'elle vend aussi la terre qu'il aurait associée à l'époque où le Yovel est observé, l'acheteur peut amener les prémices et faire la lecture du premier Yovel que les fruits ont observé, où ils n'avaient pas encore pris l'habitude de rendre les terres à leur propriétaire initial durant le Yovel, seulement parce que le vendeur ne pense pas que la terre lui sera retournée. Par contre, s'il la revend, le second Yovel, où les Juifs ont pris cette habitude, l'acheteur amène les prémices et ne fait pas la lecture parce que le vendeur a dans son attention l'acheteur n'aura que les fruits, l'acquisition des fruits n'est pas considérée comme l'acquisition de la terre même. S'il prélève les prémices et tombe malade et qu'il en est en danger, la personne susceptible de l'hériter amène les prémices et ne fait pas la déclaration. S'il prélève ses prémices et les envoie par l'intermédiaire d'une tierce personne et que celle-ci meurt en chemin, même s'il revient et les amène les prémices lui-même par la suite. Il ne peut pas lire « et tu prendras et tu viendras ». Il faut prendre et amener les prémices. Il faut prendre et amener les prémices dans une seule continuité, c'est-à-dire une même personne. Si on prélève les prémices et qu'elles sont perdues avant d'atteindre l'esplanade du temple, et qu'on prélève d'autres prémices à la place, on amène les seconds sans faire la lecture parce qu'on ne peut pas dire les prémices de tous les fruits de la terre, étant donné que ce ne sont pas les prémices et ces seconds fruits ne sont pas concernés au paiement d'un cinquième en su s'ils sont consommés comme les prémices initiales. Si on amène les prémices et qu'elles deviennent impures dans l'enceinte du temple, on les y laisse pourrir et on ne fait pas la lecture. Si amène les prémices des espèces et fait la lecture, puis amène les prémices d'une autre espèce, il ne fait pas la lecture. Ainsi qu'il est dit. Je fais la déclaration aujourd'hui. Il fait la déclaration une fois dans l'année et non deux fois. S'il a prélevé les prémices et que la source qui irriguait son champ s'est desséchée ou que l'arbre dont il a amené les prémices a été coupé, il amène les prémices et ne fait pas la lecture parce qu'il est considéré comme n'ayant pas de terre, étant donné qu'il a perdu parce qu'une terre est considérée comme telle que si elle a une source pour l'irriguer. Celui qui amène les prémices après la fête de Sukkot jusqu'à Hanouka, bien qu'il les ait prélevés avant la fête de Sukkot, amène les prémices mais ne fait pas la lecture ainsi qu'il est dit, et tu te réjouiras de tout le bien. Cette lecture ne peut pas avoir lieu qu'au moment de la joie depuis la fête de Shavuot jusqu'à la fin de la fête de Sukkot. Et les autres personnes qui amènent les prémices, à part celles-ci, amènent les prémices et font la lecture. Les prémices, les théromotes, la chala et la valeur de base est le cinquième en su que paye une personne ayant consommé de la théroma par inadvertance. Les dons des animaux pour les Kohen, à savoir l'épaule, la mâchoire et l'estomac, sont les biens du Kohen. Il peut en disposer selon son gré. Il peut les utiliser pour acheter des esclaves, des terres et des animaux impurs, et un créancier peut les prendre comme remboursement de sa dette. Une femme peut les prendre comme remboursement de sa ketouba, et le Kohen peut même acheter un Sefer Torah. Bien que les prémices et les théromotes soient interdites à la consommation des personnes étrangères au sacerdoce, et bien que les prémices soient annulées dans une quantité de produits sans une fois supérieure, comme la théroma, si elle se mélange avec des produits profanes à Jérusalem et les rendent interdits à un mélange avec la même espèce, même si elle représente une quantité infime du mélange, comme la seconde dîme, étant donné que c'est Jérusalem et l'endroit où elles sont consommées par les Kohanim. Ils, les sages, les ont considérés, les prémices et la seconde dîme, comme un produit susceptible d'être permis, qui ne peut pas être annulé. Et bien que les prémices soient interdites aux personnes étrangères, au sacerdoce même à Jérusalem, et ne sont donc pas un produit susceptible d'être permis. Elles rendent interdit le mélange, même si elles représentent une quantité minime. Même si on a semé les prémices après qu'elles aient été introduites à Jérusalem, les produits sont interdits et rendent interdit un mélange dans une quantité infime s'ils se mélangent à Jérusalem. Par contre, celui qui sème des prémices avant qu'elles soient introduites à Jérusalem, les produits sont profanes.
Comment emmène-t-on les prémices à Jérusalem? Les habitants de toutes les villes du district se rassemblaient dans la ville du district afin que ne soit pas seulement une minorité de personnes qui montent à Jérusalem, ainsi qu'il est dit. Quand la nation s'accroît, c'est une gloire pour le roi. Ils dormaient sur la place publique, sans entrer dans les maisons du fait de l'attente d'impureté pour ne pas se rendre impurs pour une éventuelle impureté dans la maison. Et le matin, le préposé se déclarait, levez-vous et montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Le bœuf marchait devant eux avec les cornes couvertes d'or et une couronne d'olivier sur la tête. Pour informer que les prémices sont des 7 espèces qui font la louange de la terre d'Israël. Et la flûte retentissait jusqu'à ce qu'ils arrivent à proximité de Jérusalem. Et ils marchaient tout le chemin en disant, je suis réjoui quand on me dit, nous irons dans la maison de l'Éternel. Il ne marchait que les 2 tiers de la journée. Arrivé à proximité de Jérusalem, il envoyait des délégués pour informer les habitants de Jérusalem. Ils ornaient les prémices et les embellissaient. Et s'il y avait des fruits frais et des fruits secs, ils montraient les fruits à la surface de leur panier. Et les suppléants de Kohanim et des Lévites et les trésoriers partaient à leur rencontre à Jérusalem. Ils partaient à leur rencontre suivant le nombre d'arrivants. Si nombreux étaient les arrivants, nombreux étaient ceux qui sortaient à leur rencontre. Et s'il y avait peu d'arrivants, peu de personnes partaient à leur rencontre. Et dès que tous entraient à Jérusalem, ils commençaient à dire, nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, ô Jérusalem. Tous les artisans de Jérusalem se tenaient devant eux et les saluaient. Nos frères habitants de tel endroit, soyez les bienvenus. Ils marchaient à Jérusalem et la flûte continuait à retentir devant eux jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'esplanade du temple. Arrivé là, chacun prenait son panier sur les épaules et disait « Alléluia, louez Dieu dans son sanctuaire, etc. » jusqu'à que tout ce qui respire loue le Seigneur, Alléluia. Ils marchaient sur l'esplanade du temple et lisaient jusqu'à ce qu'ils parvenaient dans l'enceinte du temple. Parvenus à l'enceinte, les Lévites entonnaient le chant « Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé, etc. » Sefer Zeraïm, loi relative aux prémices, chapitre 5. Il y a un commandement positif de prélever les prémices de la pâte faite à base d'une des 5 espèces de céréales pour le Kohen, ainsi qu'il est dit. Les prémices de votre pâte, vous prélèverez une miche en tribu. Ces prémices n'ont pas de mesure définie dans la Torah, même si on prélève de la pâte de la taille d'un grain d'orge. Cela rend exemple la pâte. Et celui qui désigne toute sa pâte comme prélèvement est considéré comme n'ayant rien fait. Il faut qu'il laisse une partie. Et par ordre rabbinique, on prélève 24e de la pâte, de sorte qu'il y ait suffisamment de pâte pour que cela constitue un don pour le Kohen, ainsi qu'il est dit. Tu lui donneras, tu dois lui donner une quantité qui peut faire l'objet d'un don. Et le boulanger qui fait du pain pour le vendre au marché prélève 1/48e, étant donné que sa pâte est importante. Cette quantité, 1/48e, suffit pour constituer un don. Celui qui fait une pâte pour le festin de son fils, bien qu'elles soient importantes, prélève 1/24e pour ne pas faire de différence entre les pâtes des particuliers. Et le boulanger qui fait une petite pâte prélève 1/48e pour ne pas qu'il y ait de différence entre les pâtes des boulangers. Si la pâte d'un particulier est devenue impure inconsciemment ou contre son gré, il prélève 1/48e comme challah parce qu'elle ne peut pas être consommée par le Kohen et sert simplement à la combustion. Et s'il l'a rendu impur délibérément, il prélève 1/24e pour ne pas qu'il tire profit de sa faute. Et une challah impure est permise au Kohen comme combustible, comme la terouma impure. On est astreint à la challah d'après la Torah qu'en terre d'Israël, ainsi qu'il est dit. Lorsque vous mangerez du pain de la contrée, etc. Et à l'époque où tous les Juifs s'y trouvent, comme il est dit, à votre arrivée, l'arrivée de tous les Juifs et non l'arrivée d'une partie des Juifs. C'est la raison pour laquelle la challah, à l'époque actuelle, même à l'époque d'Ezra, en terre d'Israël, n'est que d'ordre rabbinique, comme nous l'avons expliqué dans les lois de la terouma. Les produits de l'étranger qui ont été apportés en terre d'Israël sont soumis à la challah et les produits de la terre d'Israël qui ont été exportés à l'étranger sont exempts. Ainsi qu'il est dit, je vous y emmène. C'est là, en terre d'Israël, que vous êtes soumis pour les produits de la terre d'Israël comme pour les produits de l'étranger. On prélève la challah de la pâte en dehors de la terre par ordre rabbinique, afin que la loi de la challah ne soit pas oubliée du peuple juif. Et on n'apporte pas de pâte de l'étranger en terre d'Israël de la même manière que l'on n'exporte pas de terouma des prémices. Et si on a exporté de l'étranger une pâte en terre d'Israël, on la laisse jusqu'à la veille de Pessah et elle est brûlée comme la terouma. Il y a 3 statuts concernant la challah, correspondant aux 3 terres précédemment définies. C'est faire loi Terumot, chapitre 1. Pour les pâtes de toutes les terres dont ont pris possession les Juifs, montés de Babylonie jusqu'à Kéziv. On en prélève une challah conformément à la mesure et elle est consommée par les Kohanim. Et les pâtes du reste de la terre d'Israël dont ont pris possession les Juifs montés d'Égypte et non les Juifs montés de Babylonie, à savoir de Kéziv, jusqu'à Amana. On en prélève 2 ralotes. La première est brûlée, la seconde est consommée. Et pourquoi prélève-t-on 2 ralotes?
Parce que la première chala est impure, étant donné que cette terre n'a pas été sanctifiée à l'époque d'Ezra, et la première sainteté de cette terre, à l'époque où les Juifs sont montés d'Égypte, a déjà été annulée quand ils ont été exilés. Et étant donné qu'elle est la terre d'Israël, c'est-à-dire que cette terre a déjà eu le statut de la terre d'Israël à l'époque de Josué. On prélève comme rala un 48e de la pâte et on la brûle, et on prélève une seconde rala que l'on donne au Kohen à consommer pour ne pas que l'on dise que la téromote pure est brûlée, puisque la première a été brûlée bien qu'elle n'ait pas été rendue impure de manière connue de tous. Et cette seconde rala n'a pas de mesure définie, mais plutôt quiconque désire peut la prélever parce qu'elle relève d'un ordre rabbinique. Et pour les pâtes de toutes les terres de Amana et à l'extérieur en Souria, ou dans les autres termes, on prélève de ralot. Une destinée a été brûlée afin qu'on ne dise pas qu'on a vu de la terouma impure être consommée. Une destinée à être consommée afin que la loi de la rala ne soit pas oubliée du peuple juif. Et étant donné que tous deux sont d'ordre rabbinique, il convient de prélever une plus grande rala pour celle qui doit être consommée que pour celle qui doit être brûlée. C'est pourquoi celle qui doit être brûlée n'a pas de mesure définie, mais peut être de taille infime. Et celle qui doit être consommée représente un 48e de la pâte et est permise aux hommes et aux femmes atteintes de flux zav. Et inutile de mentionner qu'elle est permise aux autres personnes impures à l'époque actuelle où il n'y a pas de pâte pure. Du fait de l'impureté due aux morts, on prélève une même chala sans distinction dans toute la terre d'Israël, même dans la terre dont ont pris possession les Juifs montés de Babylonie, qui correspond à un 48e de la pâte, et on la brûle parce qu'elle est impure, et ce concept de la chala existe d'après la Torah en terre d'Israël. Et pour les pâtes faites dans les terres de Kéziv, jusqu'à Amana, terre conquise par les Juifs montés d'Égypte, non par les Juifs montés de Babylonie. On prélève une seconde chala pour le Kohen qui est consommé et n'a pas de mesure définie comme auparavant. La chala de l'extérieur de la terre d'Israël, bien qu'elle soit impure par l'impureté liée aux terres étrangères, étant donné que l'interdiction est d'ordre rabbinique à la base. Elle n'est interdite à la consommation que pour les Kohen dont l'impureté provient du corps, c'est-à-dire ceux qui ont un écoulement de matière séminale. Les hommes et les femmes atteints de flux, les femmes nida, les femmes accouchées, les lépreux. Mais les autres Kohen impurs par un contact même avec un cadavre ont le droit d'en manger. C'est la raison pour laquelle, s'il y a un mineur Kohen en dehors de la terre d'Israël, en Souria ou dans les autres terres et qu'on désire prélever une rala, on prélève un 48e de la pâte et celle-ci est consommée par ce mineur qui n'a encore jamais eu d'écoulement de matière séminale ou par une fille Kohen mineure qui n'a encore jamais eu de flux menstruel. Et il n'est pas nécessaire d'en prélever une seconde. Et de même, s'il y a en dehors de la terre d'Israël un Kohen adulte qui s'est immergé dans le bain rituel suite à une émission de matière séminale, bien qu'il n'ait pas attendu le coucher du soleil, bien qu'il soit impur du fait du contact avec un cadavre, il a le droit de manger la première chala, il n'est pas nécessaire de prélever une seconde chala en dehors de la terre d'Israël. La nida, ou toute personne atteinte d'une impureté semblable provenant du corps, récite la bénédiction et prélève la chala en dehors de la terre d'Israël, parce qu'elle n'est pas mise en garde contre le fait de toucher la chala, mais contre le fait d'en manger. Et s'il y a un Kohen mineur ou un Kohen qui s'est immergé de sorte la chala lui est permise à la consommation, comme nous l'avons expliqué, il a le droit de la manger avec une personne étrangère au sacerdoce sur la même table, parce qu'elle ne rend pas interdit le mélange, contrairement à la chala de la terre d'Israël, même si elle se mélange dans les mêmes proportions. Et on peut la donner à un Kohen ignorant parce qu'elle est impure par l'atmosphère de la terre des nations. Et la règle du Kohen qui aide à faire les prélèvements, ce qui est interdit ne s'applique pas dans ce cas. Et s'il désire manger a priori puis prélever la chala en dehors de la terre d'Israël, il en a le droit parce qu'elle est d'ordre rabbinique à la base. La chala est désignée comme terouma, c'est la raison pour laquelle la chala d'une pâte ne peut être prélevée que dans la pâte proche et non d'une pâte qui n'est pas au même endroit. Comme la terouma, elle n'est pas prélevée a priori de une pâte qui est pure pour une pâte qui est impure. Toute personne dont nous avons dit concernant la terouma qu'elle ne doit pas faire ce prélèvement et que si elle l'a fait, cela n'est pas valide. Il en est de même pour la chala. Et à chaque fois que nous avons dit concernant la terouma qu'on ne doit pas faire le prélèvement de l'un, un produit pour l'autre, un autre produit, il en est de même de la chala. Et quiconque n'est pas apte à consommer la terouma n'est pas apte à consommer la chala. Et celui qui peut consommer la terouma peut consommer la chala. Et l'aveugle et l'ivre peuvent prélever la chala a priori parce qu'il n'y a pas dans la pâte de partie bonne et mauvaise pour qu'il fasse attention à faire le prélèvement de la partie bonne. Amen.